19 octobre 1943. Au-dessus du territoire allemand, l'Oberleutnant Hans Weich observa une forme inhabituelle dans le ciel depuis le cockpit de son Messerschmitt Bf 109. L'appareil en contrebas semblait déplacé, trop profilé, trop impeccable. Avec une étrange verrière bombée qui laissait présager une conception américaine, c'était absurde. Les chasseurs américains ne pouvaient pénétrer aussi loin dans le Reich. Leur rayon d'action leur manquait. Weich manœuvra son chasseur pour un assaut descendant, s'attendant à un nouveau triomphe facile sur les bombardiers américains lents et leurs escortes plus faibles. Cependant, la suite allait remettre en question toutes les hypothèses de la Luftwaffe sur les combats aériens européens. L'étrange avion, en contrebas, prit de la vitesse de manière inattendue, laissant le Messerschmitt de Weich à la traîne. Puis il s'inclina. Au lieu de la manœuvre lente et ample caractéristique des avions de chasse américains, il s'agissait d'une spirale serrée et agressive qui exposait 6 mitrailleuses de calibre .50 à la position d'un pilote allemand. En 3 secondes, Hans Weich passa du statut de chasseur à celui de traqué, son monde se désintégrant sous un déluge de balles américaines. Ce fut le début du vol du P-51 Mustang au-dessus de l'Europe occupée. Un événement qui allait radicalement modifier la trajectoire de la guerre de manière imprévue pour les deux camps. Pour comprendre comment un avion solitaire pouvait redéfinir toute la campagne de bombardement stratégique contre l'Allemagne nazie, il faut remonter à 1940, une époque où la guerre aérienne était défavorable aux Alliés. La Royal Air Force avait survécu de justesse à la bataille d'Angleterre, et si ces Spitfires et Hurricanes pouvaient en tenir tête aux meilleurs chasseurs de la Luftwaffe sur le sol britannique, il leur manquait un atout essentiel, le rayon d'action. Lors des missions de bombardement en profondeur de la RAF, les avions de chasse s'épuisaient souvent en carburant et se repliaient, les laissant exposés aux hordes d'intercepteurs allemands. Aux États-Unis, l'armée de l'air américaine était confrontée à un problème fondamental similaire. Les tacticiens américains supposaient que des formations de bombardiers de grande envergure, lourdement armées et fortifiées de mitrailleuses, pouvaient atteindre des cibles en Allemagne sans couverture aérienne. Surnommée bombardement auto-escorté, cette approche résultait d'un grave malentendu. Les Allemands, quant à eux, avaient perfectionné leur stratégie défensive pendant des années. Des pilotes de la Luftwaffe comme Adolf Galland, Johannes Steinhoff et Günther Rall avaient perfectionné des assauts frontaux meurtriers capables de décimer les formations de bombardiers avant que les Alliés ne puissent riposter par une puissance de feu défensive. Les pilotes de chasse américains parlaient avec une assurance nonchalante des tirs de dinde qui attendaient les bombardiers américains assez audacieux pour franchir la portée des chasseurs alliés au-delà de l'Allemagne. Fin 1943, les chiffres dressaient un sombre tableau. Les pertes des bombardiers américains au-dessus de l'Allemagne augmentèrent dangereusement, perdant parfois 20, 30, voire 40 appareils en une seule mission. Chaque bombardier était équipé d'un équipage de 10 personnes. L'attrition penchait inexorablement en faveur de l'Allemagne. Cependant, au sein des studios de conception de North American Aviation en Californie, une transformation se préparait. Cette transition n'était pas à l'origine une arme de guerre, mais une proposition commerciale. L'histoire du P-51 Mustang commença par un appel téléphonique urgent en avril 1940. Sir Henry Self, chef de la commission d'achat britannique, tentait désespérément d'acheter des chasseurs américains pour la RAF. La Grande-Bretagne était engagée dans une lutte à mort et avait besoin d'avions, n'importe lesquels, capables d'égaler les performances des chasseurs allemands. Jusque-là peu experte en construction de chasseurs, North American Aviation, spécialisée dans les avions d'entraînement et les bombardiers légers, se retrouva confrontée au défi de créer des intercepteurs haute performance, comme l'exigeait la guerre aérienne moderne. Lorsque les Britanniques proposèrent de fabriquer des Curtiss P-40 Warhawks sous licence, le concepteur en chef Edgar Schmood rétorqua avec audace « Donnez-nous 120 jours et nous créerons quelque chose de supérieur ». Au cours des 4 mois frénétiques qui suivirent, un avion de combat sans précédent vit le jour. Le fuselage du Mustang fut conçu avec une attention quasi esthétique portée à l'efficacité aérodynamique. La conception de ses ailes à flux laminaires réduisait la traînée à des niveaux apparemment inaccessibles. Fait remarquable, il était conçu pour une grande capacité de carburant interne, une caractéristique qui lui permettrait plus tard d'accompagner des bombardiers à Berlin et retour. Cependant, un problème surgit. Initialement, les Mustangs étaient équipés de moteurs Allison VB710, peu performants en haute altitude, région où se déroulaient les combats aériens au-dessus de l'Europe. La RAF employait ces Mustangs pour des missions de reconnaissance à basse altitude et d'assaut au sol, excellents dans ces rôles. Cependant, en tant qu'avion de chasse capable d'affronter l'élite de la Luftwaffe à 7600 mètres d'altitude, les premiers Mustangs furent décevants. Les rapports des services de renseignement allemands de l'époque offrent une lecture captivante.
Les analystes de la Luftwaffe évaluèrent avec précision l'autonomie et la vitesse remarquable du Mustang à basse altitude, mais sous-estimèrent son potentiel comme menace pour leurs intercepteurs à haute altitude. Un rapport soumis début 1943 estimait que le Mustang n'était adapté qu'aux missions d'attaque au sol et ne représentait aucun risque significatif pour les défenses aériennes du Reich. Ils étaient sur le point de faire une hypothèse désastreusement erronée. La transformation du P-51, d'une conception prometteuse mais imparfaite, en chasseur à long rayon d'action le plus performant de la guerre, s'est opérée grâce à une alliance presque fortuite entre l'ingénierie britannique et américaine. Rolls-Royce avait développé le moteur Merlin qui équipait les emblématiques Spitfire et Hurricane. Packard Motor Company produisant des Merlins sous licence à Détroit, l'ingénieuse décision fut prise d'associer le Merlin suralimenté à la cellule exceptionnelle du Mustang. Le résultat fut tout simplement révolutionnaire. Les versions P51B et P51D équipées du Merlin pouvaient atteindre 12 000 mètres d'altitude et voler à des vitesses de croisière qui empêchèrent les chasseurs allemands de les rattraper. Point crucial, elles pouvaient accomplir cela tout en emportant suffisamment de carburant pour escorter des bombardiers lors de missions de 8 heures ou plus. Ronald Harker, pilote d'essai pour Rolls-Royce, pilota l'un des premiers Mustangs équipés du Merlin en octobre 1942. Son rapport au ministère de l'Air était empreint d'un enthousiasme quasi extatique quant à ses performances. Le P-51B Mustang, capable d'escorter des bombardiers vers n'importe quelle cible allemande et de surpasser les chasseurs de la Luftwaffe, devait être testé au combat au-dessus de l'Europe occupée. Un défi distinct de ses performances théoriques. La 8e Air Force accueillit le Mustang en décembre 1943, le 354e groupe de chasse, stationné à Boxted en Angleterre, étant le premier à recevoir des modèles opérationnels. Les pilotes étaient partagés entre anticipation et doute. Le capitaine Don Blakely, pilote expérimenté ayant piloté des Spitfire au sein de la RAF avant de rejoindre les forces américaines, figurait parmi les premiers testeurs au combat. Son évaluation initiale fut sans appel. Il est rapide, il a un rayon d'action, il est armé. Mais peut-il manœuvrer comme un 109? Peut-il monter comme un 190? On verra bien. La réponse arriva le 1er décembre 1943 lors d'une mission de protection des forteresses volantes B-17 bombardant les usines aéronautiques de Solingen. En pénétrant sur le territoire allemand, le contrôle aérien déploya des intercepteurs depuis diverses bases d'Allemagne de l'Ouest. Parmi eux se trouvait le capitaine Klaus Mitusch, pilote chevronné comptant plus de 30 victoires, aux commandes d'un Focke-Wulf 190. Dans une lettre à sa femme, Mitusch raconta sa première escarmouche avec un Mustang. J'ai repéré un avion en contrebas pensant qu'il s'agissait d'un autre Thunderbolt, imposant, lourd et vraisemblablement lent à manœuvrer. J'ai plongé vers lui, espérant une victoire sans effort. Au contraire, il a filé comme si j'étais immobile, puis a effectué un virage serré si serré que j'ai eu du mal à y croire. En quelques instants, il était sur mes talons et je fuyais pour survivre. La première mission se solda par l'abattage de 3 chasseurs allemands par des Mustangs sans aucune victime américaine. Mais le plus significatif fut la révélation que les avions de chasse américains pouvaient désormais atteindre n'importe quelle cible en Allemagne. Les pilotes de chasse allemands s'étaient habitués à un schéma régulier lors de leur sortie défensive. Des bombardiers américains surgissaient au-dessus du Reich, généralement accompagnés de P-47 Thunderbolts ou de P-38 Lightning qui, une fois leur réserve de carburant atteinte, se repliaient. Ce fut alors un moment opportun pour les chasseurs allemands. Les bombardiers sans escorte devenaient vulnérables aux attaques concentrées des bases allemandes. Cependant, le Mustang perturba ce schéma habituel. Soudain, les pilotes allemands se retrouvèrent à affronter des chasseurs américains, flambant neufs au-dessus de cibles situées au cœur du Reich. Ces chasseurs semblaient dotés d'une endurance inépuisable et de performances égales, voire supérieures à celles de leurs propres appareils. L'Oberst Johannes Steinhoff, l'un des commandants de chasse les plus expérimentés d'Allemagne, nota dans son journal, après avoir rencontré des Mustangs pour la première fois, « Ces chasseurs américains ne ressemblent à rien de ce que nous avons rencontré auparavant. Ils surgissent au-dessus de nos cibles les plus éloignées, pleins de carburant et armés, prêts au combat. » Selon les rapports de nos pilotes, les Mustangs américains surpassent les Focke-Wulf FPB 109 allemands en vitesse de vol en palier et surpassent les Messerschmitt Bf 190 lors des combats prolongés. Cette nouvelle réalité transforme radicalement la situation. Les pilotes de chasse allemands, qui adoraient autrefois intercepter des bombardiers non accompagnés, sont désormais confrontés à la possibilité d'engagement aérien prolongé contre des aviateurs américains compétents et bien entraînés pilotant des appareils supérieurs.
Le chasseur est désormais la proie. Pour saisir toutes les implications de l'apparition du Mustang, il faut se pencher sur les épreuves rencontrées par les bombardiers américains avant de bénéficier d'une couverture de chasse adéquate. Le deuxième raid de Schweinfurt, le 14 octobre 1943, est devenu tristement célèbre sous le nom de Jeudi noir, soulignant le prix catastrophique payé lorsque les bombardiers s'aventuraient profondément en Allemagne sans soutien de la chasse. Au total, 291 B-17 Flying Fortress ont décollé des bases aériennes anglaises ce jour-là, ciblant les usines de roulements à billes de Schweinfurt, essentielles à la fabrication de guerre allemande. Les stratèges de la 8e Air Force comprenaient que les dépenses seraient considérables. Schweinfurt se trouvant à 640 km de la base de chasse alliée la plus proche, dépassant la portée des chasseurs d'escorte disponibles. En réponse, les Allemands firent de la démonstration de leurs exceptionnelles stratégies défensives. Les commandants de la Luftwaffe guidèrent environ 300 chasseurs pour affronter l'escadron de bombardiers américains, attaquant par vagues successives dès leur entrée dans l'espace aérien allemand. Les aviateurs allemands avaient perfectionné leur méthode d'attaque frontale, chargeant les formations de bombardiers à plus de 800 km à l'heure, leurs canons et mitrailleuses déchirant métal et chair. Au retour en Angleterre, 60 B-17 avaient été détruits et 138 autres endommagés. Les pertes furent lourdes, avec environ 600 aviateurs américains tués, blessés ou disparus. Ce seul jour-là, la 8e Air Force perdit plus de 20% de ses forces d'attaque. Le général de brigade Curtis LeMay, qui supervisait les formations de bombardiers ce jour-là, fut sans détour dans son évaluation. « Nous ne pouvons pas supporter de telles pertes. Soit nous obtenons une escorte de chasseurs à long rayon d'action, soit nous abandonnons complètement les bombardements diurnes. » Enthousiasmés, les Allemands virent une opportunité dans la maîtrise des tactiques par des pilotes de la Luftwaffe comme Egon Meyer et Georg Peter Eder pour contrecarrer les bombardements diurnes américains. Joseph Goebbels, ministre allemand de la propagande, déclara les défenses aériennes du Reich impénétrables. Cependant, tandis que les Allemands célébrèrent leur succès à Schweinfurt, les premiers P-51B Mustang atterrissaient sur les aérodromes anglais. L'avion qui allait transformer la guerre aérienne européenne était désormais prêt au combat. Pour apprécier l'impact du Mustang, rejoignons les hommes qui ont piloté ces missions dans leur cockpit. Le lieutenant Robert Johnson, du 56e groupe de chasse, décrivit son premier vol à bord d'un P-51D. Chaque aspect semblait unique. La verrière bombée offrait une visibilité remarquable, offrant une vue panoramique dans toutes les directions. Les commandes étaient fluides et immédiates, cependant le point fort de l'appareil était la jauge de carburant. Elle permettait des vols prolongés à pleine puissance de combat, avec suffisamment de carburant restant pour engager de nouvelles batailles. Cette autonomie prolongée avait de profonds effets psychologiques. Les pilotes américains, habitués à surveiller nerveusement leur jauge de carburant en raison de la nécessité d'abandonner les bombardiers qu'ils étaient chargés de protéger, pouvaient désormais accompagner leurs protégés tout au long du trajet aller-retour jusqu'à la cible. Le capitaine Chuck Yeager, plus tard connu pour avoir franchi le mur du son, pilotait des Mustangs au sein du 350e groupe de chasse. Son récit d'une mission d'escorte typique a mis en lumière la nature transformatrice du combat aérien au-dessus de l'Europe. Nous partions d'Angleterre avec suffisamment de carburant pour un aller-retour jusqu'à Berlin et une demi-heure supplémentaire pour le combat. Les Allemands étaient stupéfaits par cette capacité. Les ennemis attaquaient de notre objectif, supposant que nous épuiserions notre carburant et nous replierions. Au lieu de cela, nous maintenions nos positions et les poursuivions souvent jusqu'à leurs propres aérodromes. Ce combat prolongé transforma considérablement les calculs stratégiques en guerre aérienne. Auparavant, les pilotes allemands pouvaient se permettre de se retirer du combat et d'atterrir sur les terrains voisins lorsqu'il manquait de carburant ou de munitions. Cependant, ils rencontraient désormais des chasseurs américains capables de les poursuivre avec acharnement, transformant les paysages familiers du Reich en terrain dangereux pour les aviateurs de l'Axe. Les capacités exceptionnelles du P-51 résultèrent d'une combinaison unique d'éléments de conception, qui, collectivement, ont donné naissance à un avion sans équivalent en son genre. L'aile, conçue par l'équipe de North American, garantissait une traînée réduite grâce au maintien d'un écoulement laminaire sur une plus grande partie de la surface de l'aile. Cette amélioration apparemment modeste a permis d'accroître considérablement la vitesse et l'autonomie. La capacité interne du P-51D était tout aussi révolutionnaire, surpassant celle des chasseurs précédents qui emportaient environ 750 à 1100 litres de carburant. Le P-51D pouvait emporter plus de 1500 litres en interne ainsi que du carburant supplémentaire dans des réservoirs largables externes. Cela a étendu le rayon d'action du Mustang à plus de 1200 km.
le rendant capable d'escorter des bombardiers vers n'importe quelle cible en Allemagne et d'engager des combats prolongés au-dessus de la zone ciblée. Cependant, l'élément le plus important était sans doute les 6 mitrailleuses de calibre .50 du Mustang, offrant une puissance de feu redoutable. Chaque mitrailleuse tirait 850 coups par minute, créant une trajectoire destructrice capable de détruire les avions ennemis en quelques secondes. Les pilotes américains comparaient l'impact d'une rafale concentrée des 6 canons à un coup de masse. Les pilotes allemands, ayant survécu à des affrontements avec des Mustangs, ont toujours exprimé leur stupéfaction face à sa puissance de feu. Le lieutenant Franz Stigler, réputé plus tard pour sa douceur face à un bombardier américain endommagé, raconta son premier combat avec un Mustang. « Je croyais m'être positionné pour un tir simple, mais il s'est incliné vers moi et a riposté. Les traces du tir apparaissaient comme un faisceau lumineux continu. Je n'ai jamais vu une puissance de feu aussi intense de la part d'un avion monomoteur. » Début 1944, l'influence du Mustang devint évidente dans les statistiques des combats aériens en Europe. Les pertes des chasseurs allemands augmentaient progressivement, tandis que celles des bombardiers américains diminuaient significativement. La Luftwaffe, qui avait régné en maître sur le ciel du Reich pendant des années, luttait désormais pour sa survie. La transition était particulièrement évidente dans l'évolution des stratégies des deux camps. Les pilotes allemands, habitués à mener de nombreuses attaques contre des formations de bombardiers non protégés, se retrouvèrent contraints de lancer des charges isolées et périlleuses avant d'être attaqués par des meutes de Mustang. La démolition systématique des formations de bombardiers américains devenait progressivement obsolète. Simultanément, les équipages américains signalaient une transformation marquée de leur combat. Le sergent Bill Fleming, mitrailleur de tourelle à boules sur un B-17, a décrit ce changement. « Avant l'arrivée des Mustangs, nous savions qu'une fois entrés en Allemagne, nous serions pratiquement seuls. Les chasseurs allemands devraient se battre en retraite et il ne resterait alors que nous contre tous les chasseurs allemands dans le ciel. » Cependant, avec la présence des 51, la situation était radicalement différente. Ils nous accompagnaient jusqu'à la cible et nous ramenaient à la base. Nous pouvions voir les chasseurs allemands, mais ils ne pouvaient pas percer la défense des Mustangs pour nous atteindre. L'influence sur le moral des pilotes allemands fut tout aussi significative. Le capitaine Heinz Knöcher, pilote vétéran de la Luftwaffe, notait dans son journal « Les Américains possèdent désormais des chasseurs capables d'atteindre n'importe quelle cible en Allemagne. » 1944 vit la réponse aux inquiétudes de Knöcher se cristalliser. Il ne pouvait pas défendre le Reich contre ses Mustangs supérieurs, à la fois plus rapides et plus maniables que leurs 109 et 190. La Luftwaffe, bien que disposant toujours de pilotes expérimentés et d'avions de pointe, se trouvait face à une bataille difficile. Les ingénieurs allemands s'empressèrent de développer des chasseurs à réaction révolutionnaire, le Mi 262, offrant un avantage de vitesse susceptible de restaurer la suprématie aérienne du Reich. Cependant, le Mustang avait déjà commencé à faire pencher la balance de manière décisive en faveur des Alliés. La production mensuelle de P-51 dans les usines américaines dépassait les centaines, tandis que la production aéronautique allemande ralentissait sous les bombardements aériens incessants, désormais infligés avec une grande précision par des bombardiers équipés de Mustang. Le principe d'attrition, initialement favorable aux Allemands, leur portait désormais préjudice. Chaque pilote allemand abattu était précieux, chaque avion détruit nécessitait des mois de reconstruction. À l'inverse, les programmes d'entraînement américains formaient des milliers de pilotes, et les usines fournissaient des avions plus vite que la Luftwaffe ne pouvait les détruire. À l'approche du printemps 1944, les deux camps se préparaient à l'offensive aérienne cruciale de la guerre européenne. La Luftwaffe visait à reconquérir l'espace aérien allemand dans une ultime tentative désespérée. Les pilotes de Mustang des 8e et 15e forces aériennes se tenaient prêts à les affronter. Le 20 février 1944 marqua un moment décisif pour la destruction de la suprématie aérienne allemande. À l'aube, l'alarme retentit sur les bases aériennes de la Luftwaffe à travers l'Allemagne. Les opérateurs radars américains en Angleterre avaient détecté une énorme armada de bombardiers. Plus de 1000 B-17 et B-24 se dirigeant vers le cœur du Reich, plus précisément vers des sites d'usines. Cependant, contrairement aux précédentes, un changement notable se produisit cette fois. Au lieu des quelques escortes à courte portée habituelles se retirant à la frontière allemande, les radars affichèrent désormais un spectacle extraordinaire. De nombreux P-51, Mustang accompagnaient les bombardiers, leurs signatures uniques étant reconnaissables même de loin. Ce fut le début de la grande semaine. 6 jours d'intenses combats aériens qui allaient décider du sort de la puissance aérienne allemande. Pour la Luftwaffe, c'était sa dernière chance d'empêcher les bombardements américains de jour.
Les pilotes de Mustang du 4e groupe de chasse, sous les ordres du lieutenant-colonel Don Blakeslee, s'initiaient au tir contre l'ensemble de la défense aérienne allemande. L'Oberst Hannes Trotloft, commandant les chasseurs allemands du secteur de défense ouest, fut interloqué en observant le tableau de bord. « Il y a des chasseurs au-dessus de Magdebourg », informa-t-il son équipe. « Magdebourg est à 400 km de la base alliée la plus proche. Comment est-ce possible ?» L'explication se trouvait haut dans le ciel allemand où Blakeslee mena les Mustangs plus loin en Allemagne qu'aucun chasseur allié ne s'était jamais aventuré. La radio de Blakeslee bourdonnait des nouvelles de ses pilotes. « Avions ennemis, 2 heures du matin. J'ai 390 en approche depuis le soleil. J'ai abattu un Focke-Wulf 190. » La guerre aérienne, au-dessus de l'Europe, était sur le point de changer à jamais. Le premier jour de la grande semaine, les contrôleurs aériens allemands déployèrent toutes leurs ressources contre les formations américaines. Environ 400 chasseurs de la Luftwaffe ont répondu à l'assaut, convaincus que leur nombre surpasserait les escorteurs américains. Cependant, le massacre anticipé n'a pas eu lieu comme prévu. Le major George Preddy, pilote du 352e groupe de chasse, a détaillé l'engagement dans son rapport de combat. « Nous avons été pris en embuscade par une vingtaine de TVV 6190 et de Me-109 au-dessus de Brunswick. Ils ont attaqué rapidement et agressivement, anticipant probablement une baisse de notre niveau de carburant, comme c'était souvent le cas pour les Thunderbolt. Au lieu de cela, nous les avons contrés avec nos réservoirs pleins et la vigueur qui nous restait. En 10 minutes, nous avons abattu 8 d'entre eux sans perdre un seul Mustang. Les pilotes allemands ont dû faire face à une situation inédite. Un combat acharné contre des chasseurs américains impeccables, performant au-dessus du territoire allemand profond. Le lieutenant Heinz Knocki, aux commandes de son Bf 109G, au-dessus du centre de l'Allemagne, a écrit plus tard « Les Mustangs semblaient omniprésents. Chacune de nos tentatives pour contrer leurs bombardiers se soldait par une interception et nous restions constamment sur place même après notre repli pour ravitaillement. À la fin de la première journée, les pertes allemandes étaient lourdes. 42 chasseurs de la Luftwaffe détruits et de nombreux autres endommagés. En revanche, les pertes américaines étaient négligeables, limitées à seulement 4 Mustangs perdus en combat aérien. Le taux de mortalité naissant de cette guerre aérienne européenne était déjà perceptible dans ces chiffres. Derrière ces chiffres se cachaient des récits de bravoure exceptionnelle et de défaites cuisantes. Le capitaine Georg Peter Eder, l'un des pilotes de chasse vétérans allemands, se lança dans une poursuite acharnée avec des Mustangs au-dessus de son aérodrome de Bad Wurishofen. Dans une lettre à sa sœur, écrite cette nuit-là, il décrivit le désespoir de leur situation. « J'ai combattu des chasseurs américains au-dessus de notre base aujourd'hui, Maria. Ils possèdent suffisamment de carburant pour nous poursuivre jusqu'à nos bases aériennes, tout en conservant des munitions pour des attaques au sol. J'ai piloté des avions de chasse pendant 4 ans, sans rencontrer de situation comparable. Les Américains ne se contentent pas de nous dominer, ils nous traquent. » Du côté américain, l'effet psychologique fut tout aussi important, quoique contrasté. Le capitaine Chuck Yeager, aux commandes de son Mustang baptisé Glamorous Glen au-dessus de l'Allemagne, partageait cette sensation de suprématie aérienne. Pour la première fois depuis que nous survolions l'Allemagne, nous nous sentions comme des chasseurs plutôt que des proies. Nous avions le rayon d'action nécessaire pour tenir tête aux bombardiers, les capacités nécessaires pour surpasser n'importe quel avion qu'ils envoyaient contre nous, et la puissance de feu nécessaire pour mener à bien notre mission. Cependant, le bilan humain fut lourd des 2 côtés. Le sergent-chef Mike Gladich, aviateur polonais servant au sein du 56e groupe de chasse américain, revendiquait la destruction de 3 chasseurs allemands lors d'un seul accrochage, mais assista à la destruction du Mustang de son ailier par les tirs de canon d'un Focke-Wulf FW190. Cette nuit-là, dans son journal, il nota « Victoire et défaite sont étroitement liées dans ce conflit. On se réjouit d'avoir vaincu l'ennemi, puis on pleure son camarade qui ne reviendra pas au pays. » Dans la lutte contre le Mustang, les chasseurs allemands traditionnels peinaient à suivre le rythme. En réponse, les commandants de la Luftwaffe se tournèrent vers leurs armes de pointe, le chasseur à réaction Messerschmitt Me-262 et le Me-163 Comet, propulsés par un moteur fusée. Ces avions révolutionnaires y affichaient des performances potentiellement supérieures, voire égales, à celles du Mustang. Le bimoteur Mi-262, par exemple, pouvait atteindre des vitesses supérieures à 800 km/h à environ 41 mm/h, soit près de 100 mètres de plus que n'importe quel chasseur à hélice. Des pilotes expérimentés comme le major Walter Nowotny et l'oberst Johannes Steinhoff, lorsqu'ils étaient aux commandes, présentèrent le chasseur à réaction comme un atout prometteur pour la reprise du contrôle de la puissance aérienne allemande. Pourtant, ces jets n'étaient à pas sans présenter leurs propres défis.
De grandes quantités de carburant étaient nécessaires. Leur durabilité était limitée et ils étaient vulnérables au décollage et à l'atterrissage, leur avantage de vitesse s'évanouissant. Le problème le plus urgent résidait dans la diminution du nombre de pilotes qualifiés en Allemagne pour les piloter. Le lieutenant Urban Drew, du 361e groupe de chasse, fut l'un des premiers aviateurs alliés à abattre un avion à réaction, abattant un ami 262 lors de son approche à l'atterrissage. Son journal de bord révèle la vérité stratégique. L'avion à réaction allemand était rapide en vol horizontal, mais en ralentissant pour l'atterrissage, il se transforma en une autre cible. Je le rattrapai en approche finale et tirai une rafale à environ 180 mètres. Il s'écrasa directement au sol. Le Me-163, propulsé par fusée, posa des problèmes encore plus graves. En moins de 3 minutes, il pouvait monter à 9000 mètres et atteindre des vitesses supérieures à 965 km/h. Mais il ne disposait de carburant que pour 8 minutes de vol motorisé. Plus alarmant encore, l'instabilité du carburant propulsé par fusée de l'appareil fit plus de victimes parmi les pilotes allemands que les tirs ennemis. Au printemps 1944, les escadrilleurs de Mustang élaborèrent des stratégies pour anéantir les derniers chasseurs de la Luftwaffe. Au lieu de se contenter de protéger les bombardiers, les unités de P-51 lancèrent des opérations de ratissage offensive, des missions visant à localiser et à anéantir les avions allemands dans toutes les zones possibles. Le colonel Hubert Zemke, à la tête du 56e groupe de chasse, fut le fer de lance de nombreuses stratégies de ce type. Ces pilotes survolaient les aérodromes allemands au moment même où les chasseurs ennemis décollaient ou atterrissaient, exploitant leurs points d'impact vulnérables. « Nous ne nous contentons plus de protéger nos bombardiers », informa Zemke à ses pilotes. « Nous poursuivons activement chaque chasseur allemand que nous pouvons repérer. » L'impact fut désastreux pour la Luftwaffe. Les programmes de formation des pilotes allemands, déjà compromis par la pénurie de carburant, commencèrent à produire des aviateurs inexpérimentés, cibles faciles pour les pilotes américains chevronnés. À la mi-1944, nos jeunes pilotes affrontaient des combattants vétérans dans des batailles aériennes, une situation qui s'apparentait davantage à un massacre qu'à un combat. Le nombre de chasseurs opérationnels de la Luftwaffe passa de plus de 2400 à moins de 1500 en seulement 5 mois, avec une cadence de production continue, principalement en raison de la perte rapide d'avions et de la diminution du nombre de pilotes expérimentés. L'Oberst Adolf Galland, l'un des plus grands as de la chasse allemand, le décrivit plus tard succinctement. « Nous envoyons des garçons au combat contre des hommes. » Le major John T. Godfrey du 4e groupe de chasse, qui avait cumulé 16 victoires confirmées aux commandes d'un Mustang, décrivit avec brio une mission à Berlin en mars 1944, symbolisant l'évolution du combat aérien en Europe. Alors que nous escortions des B-17 vers la ville, une trentaine de FV-590 et de Mi-109 nous survolèrent au-dessus de la cible. 2 ans plus tôt, un tel événement aurait été catastrophique. Nous serions à court de carburant, en infériorité numérique et engagés en territoire ennemi. Mais à bord du Mustang, tout a changé. Nos avions étaient abondants en carburant, plus rapides que les leurs, et nous étions parfaitement préparés à ce type de combat. En 20 minutes, nous en avons abattu 8 et dispersé les autres. Les bombardiers ont atteint leur objectif sans perdre un seul appareil face aux chasseurs ennemis. Du côté allemand, les rapports devenaient de plus en plus sombres. Le lieutenant Franz Stigler, plus tard célèbre pour son escorte chevaleresque d'un B-17 endommagé, dépeignait le désespoir de la situation allemande. Nous décollions avec 8 ou 10 appareils. Les Américains nous accueillaient avec 40 ou 50 Mustangs. Notre objectif était de cibler les bombardiers, mais nous ne pouvions jamais pénétrer leur couverture de chasse. À notre retour, si tant est que nous y retournions, la moitié de notre formation était décimée. Le coût psychologique pour les pilotes allemands était immense. Au combat, de nombreux individus commencèrent à ressentir ce qui fut plus tard qualifié d'épuisement au combat, ce que les dirigeants allemands considérèrent d'abord comme de la lâcheté. Le capitaine Heinz Knöscher nota dans son journal « J'ai participé à 400 combats et abattu 33 avions ennemis. Pourtant, c'est la peur qui me saisit aujourd'hui et non la mort elle-même. Je l'ai acceptée depuis longtemps. Ce qui m'effraie, c'est l'impuissance. Les Américains possèdent des chasseurs d'une autonomie et de capacités illimitées. Nous ne sommes plus des combattants, nous sommes devenus des proies. » Le coup fatal porté à la puissance aérienne allemande se produisit au printemps et à l'été 1944, lorsque des unités de chasse équipées de Mustang lancèrent des assauts systématiques contre les bases aériennes, les centres d'entraînement et les usines aéronautiques allemands. L'opération Argument, nom donné à la campagne contre la production aéronautique allemande, vit des chasseurs américains ratisser le Reich à la recherche d'objectifs.
Le capitaine Don Gentile, du 4e groupe de chasse, mena l'une de ses missions les plus réussies, une frappe à basse altitude sur une base aérienne près de Munich. À notre arrivée à la cime des arbres, nous les avons pris au dépourvu, trouvant une quarantaine d'avions au sol, des avions d'entraînement, des chasseurs et quelques jets. Nous avons effectué 4 passages, ciblant tout objet en mouvement. Au départ, l'aérodrome était englouti par la fumée et les débris d'avions en feu ressemblant à une casse. Les attaques au sol ont été particulièrement dévastatrices, détruisant non seulement les avions, mais aussi les infrastructures essentielles à la formation des pilotes. Écoles de pilotage, stations-service et installations de maintenance ont été prises pour cible par nos Mustangs. La Luftwaffe peinait donc à remplacer ces pertes ou à former efficacement de nouveaux pilotes, ce qui a incité le général Adolf Galland, chef de la force de chasse allemande, à demander de plus en plus instamment à Hitler des ressources et des stratégies concrètes. Dans une conversation documentée par son assistant, Galland informa le Führer « Nous perdons la guerre aérienne non pas à cause d'avions de qualité inférieure, mais parce que nous ne pouvons pas former de pilotes assez rapidement pour compenser nos pertes. Les Américains abattent de nos pilotes expérimentés plus vite que nous n'en formons de nouveaux. » La réaction d'Hitler était prévisible, blâmer les pilotes au lieu de reconnaître la vérité stratégique. « Les pilotes allemands manquent de combativité », déclara-t-il. « Il faudrait leur ordonner d'entrer en collision avec les avions ennemis si nécessaire. » Ces instructions accélérèrent la dévastation de ce qui restait de la puissance aérienne allemande. Le jour J, le 6 juin 1944, la transition était totale. La Luftwaffe ne put effectuer que 319 sorties au-dessus des plages normandes contre plus de 14 000 sorties alliées. Les chasseurs allemands étaient dans si rares que de nombreux pilotes alliés, au terme de leur service, n'ont jamais rencontré d'avion ennemi. Les taux de victoire dressent un tableau clair et précis. Avant l'arrivée du Mustang en 1943, les pertes de chasseurs allemands et américains étaient à peu près équilibrées. En 1944, les aviateurs américains étaient de plus nombreux et défaussaient les avions de chasse allemands à un taux de près de 4,1 contre 1, certains accrochages atteignant des ratios de 10,1 voire plus. Le lieutenant-colonel John C. Meyer, qui avait remporté 24 victoires au sein du 302e groupe de chasse avant la fin de la guerre, partageait son point de vue sur la situation. Fin 1944, engager des chasseurs allemands était devenu rare. Lorsqu'on en croisait, il s'agissait généralement de pilotes inexpérimentés, volant ensemble en petits groupes. La Luftwaffe de 1940, autrefois redoutée, n'était plus. Le bilan humain était immense. Rien qu'en 1944, la Luftwaffe perdit plus de 13 000 pilotes au combat, dépassant ainsi le total des pertes des 3 années précédentes. Parmi les victimes figuraient de nombreux as allemands chevronnés, dont le capitaine Hans-Joachim Marseille et le major Helmut Wick, dont les pertes ne pourraient jamais être compensées. Le P-51 Mustang a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale, qui allait au-delà des simples statistiques de combat aérien. Grâce à leur domination aérienne sur l'Europe, les pilotes de Mustang facilitèrent l'offensive de bombardement stratégique qui entrava considérablement la production de guerre allemande. Cet exploit fut significatif car les bombardiers américains et britanniques purent alors attaquer leurs cibles avec une précision extrême, grâce à une menace aérienne minimale. Psychologiquement, cet impact fut tout aussi important. Les civils allemands, persuadés que leur défense aérienne était invincible, voyaient les avions alliés survoler leurs villes en plein jour. L'idée d'invulnérabilité allemande, nourrie par la propagande nazie, commença à se désintégrer sous les traînées de vapeur des bombardiers américains, protégés par les Mustangs. Pour ceux qui pilotaient le Mustang, l'avion symbolisait bien plus qu'une simple technologie de pointe. Le capitaine Clarence, Bud Anderson, fort de 116 missions de combat sans être abattu, déclara plus tard « Le P-51 n'a pas seulement amélioré nos performances, il a renforcé notre confiance. Savoir que nous pilotions le meilleur chasseur au monde nous a donné plus de pouvoir et amélioré nos compétences de vol. » À l'inverse, le point de vue allemand était sensiblement différent. L'Oberst Johannes Steinhoff, devenu général dans l'armée de l'air allemande d'après-guerre, déclara « Le Mustang fut l'arme qui a brisé notre résistance, non pas en raison de ses capacités bien supérieures à celles de nos chasseurs, bien qu'elles le fussent, mais parce qu'il pouvait atteindre n'importe quelle partie de l'Allemagne et y rester pour engager le combat. Il a transformé notre patrie en terrain de chasse pour les pilotes américains. » À la fin de la guerre, en mai 1945, les statistiques de la guerre aérienne dressèrent le tableau d'un changement radical. La Luftwaffe, autrefois la première force aérienne mondiale, était réduite à une flotte minimale dissimulée dans les forêts et les grottes. La formation des pilotes allemands fut quasiment interrompue et la pénurie de carburant entraîna des vols rares, même pour les pilotes expérimentés. En revanche, les escadrilles de P-51 Mustang accumulèrent un palmarès inégalé en matière de performance aérienne. À lui seul, le 4e groupe de chasse revendiquait plus de 1000 avions ennemis abattus.
Le 352e groupe de chasse possédait le plus grand nombre d'as parmi toutes les unités américaines. Au total, les pilotes de Mustang ont détruit plus de 4150 avions allemands en combat aérien, soit plus de la moitié des avions ennemis abattus par la chasse américaine. Pourtant, au-delà des chiffres, un changement plus profond s'est produit. Le Mustang a démontré que la suprématie technologique, exercée efficacement, pouvait surmonter les déficits numériques et les restrictions spatiales. Il a souligné que la puissance aérienne, employée de manière décisive, pouvait façonner le cours d'un conflit tout entier. En résumé, la saga du P-51 Mustang et son influence sur la Seconde Guerre mondiale sont le récit de la rencontre entre technologie, stratégie et courage humain. Cet avion était exceptionnel, incarnant la prouesse industrielle américaine et l'ingéniosité technique qui ont dépassé les attentes en matière de performance. La victoire aérienne européenne ne fut pas uniquement due à la technologie. Ce furent les jeunes pilotes, pour la plupart adolescents, qui s'envolèrent à bord de chasseurs monoplaces et s'aventurèrent au cœur des territoires ennemis pour des combats aériens meurtriers, qui assumèrent la victoire. Des pilotes exceptionnels comme Chuck Yeager, George Predey et Don Gentile, forts de leurs compétences uniques et de leur immense courage, établirent la domination aérienne sur l'un des espaces aériens les plus fortifiés au monde. Leurs homologues allemands étaient tout aussi vaillants et habiles, pilotant souvent des appareils technologiquement supérieurs sur certains points. Cependant, ils menaient une guerre perdue d'avance face à l'avantage numérique de la guerre industrielle. La capacité des États-Unis à fabriquer des avions, à former des pilotes et à mener des opérations à long rayon d'action fit pencher la balance. Le P-51 Mustang fut l'outil de ce triomphe, mais ce furent les hommes qui le pilotèrent qui le rendirent possible. La guerre aérienne européenne ne s'est pas achevée grâce aux seules machines, mais grâce au courage et à l'expertise des aviateurs qui les ont menés au combat à maintes reprises, rendant finalement l'ennemi incapable de riposter. Lorsque les pilotes allemands ont affronté pour la première fois le P-51 Mustang vers la fin de 1943, beaucoup l'ont considéré comme un simple chasseur américain, rapide certes, mais maniable. En 1945, ces mêmes pilotes survivants ont reconnu leur erreur de jugement initiale. Le Mustang avait non seulement vaincu la Luftwaffe, mais avait préparé le terrain pour son inévitable chute. Les rires tonitruants d'autrefois ont fait place au silence sombre des bases aériennes désertes et aux échos d'une force aérienne autrefois redoutable, méthodiquement démantelée par les pilotes alliés aux commandes du premier avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Le P-51 Mustang a écrit le dernier chapitre des annales de l'aviation allemande, intitulé « Défaite ».